être un vagabond, être dans la rue, être pauvre, être sans famille, ça peut vous amener à l'île État-Guillaume. Au XIXe siècle, l'île État-Guillaume, dans les Hauts-de-Saint-Denis, était un bagne pour enfants. Avec la section cinéma audiovisuel du lycée Jean Inglot du Port, nous avons décidé d'enquêter sur cette histoire longtemps oubliée. C'est pour cela que nous allons rencontrer historiens, dessinatrices, archéologues et romancières. L'île État-Guillaume, c'est une maison de correction qui va enfermer des enfants entre les années 1863-64 et jusqu'aux années 1878. 15 ans où on va envoyer, c'est surtout la justice qui envoie des enfants. C'est cette histoire-là que moi je vais essayer de raconter. Je vais essayer de faire une partie carnet de voyage qui va expliquer un peu les fouilles, les recherches sur le site. Et en même temps, une partie BD qui sera plus fictionnelle, qui va s'intéresser à l'histoire d'un des enfants, une histoire de fiction, quoi. En France, ça commence dans les années 1850. Donc vous voyez, La Réunion, comme la métropole, très vite va aussi mettre en place des maisons de correction. Et moi, maintenant, mon travail en tant qu'historienne, c'est de plonger dans les archives et d'aller décortiquer ces archives pour essayer de comprendre comment c'est arrivé, comment ça s'est installé, comment ça s'est passé pour les enfants et comment ça s'est arrêté. Sur votre ressenti, déjà, le fait que ce soit des enfants relativement jeunes qui soient envoyés, vous, qu'est-ce que ça vous évoque ? Se retrouver sur ce plateau, dans les ruines, en essayant d'imaginer que c'est des enfants qui, jour après jour, ont construit les murs, ont construit la route, parfois sont tombés dans les remparts, c'est extrêmement émouvant. Je pense qu'il y a même des moments où j'ai un peu la chair de poule et ça aide beaucoup ensuite pour se dire qu'on va essayer de transmettre cette émotion au moment de l'écriture et au moment du travail. Donc, il faut imaginer, ça c'est la Providence, et là il dessine le chemin qu'on doit faire pour aller jusqu'à l'îlette à Guillaume. Vous allez voir, quand vous allez y aller, vous allez prendre vraiment ce chemin. On monte Saint-Bernard, on arrive à une fenêtre. Là, il y avait la case du frère Alexandre. Et puis ensuite, il montait comme ça sur le chemin. Et l'îlette, c'est là. Et là, les enfants, avec les frères et le père, vont être amenés à construire des bâtiments. L'endroit où ils vont dormir, c'est 30 mètres de long. Il faut que vous imaginiez. Et vous allez voir tout ça. C'est-à-dire qu'il reste des murs entiers. Et là, c'est une photo, quand on parle d'émotion, voilà, là, c'est une photo qui date de 1868, au moment où les enfants y sont. Et puis après, les autres photos qui, moi, m'ont saisi, c'est les photos qui ressemblent presque à des photos de classe. Et comme dans toutes les maisons de correction, ils sont en uniforme. On parlera de bagne d'enfants, tellement ces endroits étaient durs. Donc ça, c'est le frère Émile. Lui, il faisait pas mal de culture. Ça, c'est le frère Alexandre. C'est lui, là, le gardien. Voilà, ça c'est le frère Isaac. Lui, il arrive plus tard à l'îlette à Guillaume et lui, il est sur les travaux de route. Quand l'îlette à Guillaume fermera, il restera encore au moins 400 mètres de route à construire, alors qu'ils en auront construit plus de 4-5 kilomètres. C'est absolument incroyable. Bon, bien sûr, on est chez des frères. Et donc à Séville, on va avoir une chapelle. Il semblerait aussi qu'il y ait une église. Et c'est aussi quelque chose de très important en métropole, Dieu, pour la rédemption des enfants. Et on a des maisons de correction où il y a écrit « Dieu te voit ». Là, il y a encore une dernière photo. C'est la section jardin, donc c'est les plus petits. Vous voyez comment ils sont minou là. On a vraiment, à mon avis, des enfants qui ont 5-6 ans. Toutes ces images sont à la fois extraordinaires et je trouve, moi, très, très émouvantes. Les frères Spiritains, une des qualités qu'ils ont, c'est qu'ils gardent et conservent tous leurs documents. Ils s'écrivaient beaucoup, tout le temps, pour tout. Et donc, on a des dizaines et des dizaines, des centaines de lettres entre le supérieur de l'îlette, qui s'appelle Dubois, et ses chefs. Et il raconte. Il raconte le nombre de mètres de route qu'il a fait, il raconte le nombre de bâtiments qu'ils ont construits, il raconte qui est malade, qui n'est pas malade. Et nous, les historiens, on se retrouve avec des archives et puis on essaye de tout relire pour essayer de comprendre quand est-ce que le frère Amable est là, combien il y a d'enfants, qui est tombé, qui s'est fait mal, etc. etc. Voilà, c'est vraiment ça le travail des historiens, c'est essayer de plonger dans les archives, mettre tout en ordre et essayer de comprendre. D'accord. Et vous avez aussi les prénoms des enfants. Là, j'ai enfin découvert quelques prénoms, quelques noms, des âges, des origines, créole, malgache, indien. Il y a un gamin qui est tombé, il veut s'enfuir, il tombe sur le rempart, il est récupéré, il se casse le bras, la clavicule, la jambe et il y a un médecin qui vient le voir. Et là, le médecin raconte comment le gamin raconte sa chute et tout ça. Donc là, j'entends sa voix. J'espère que ces fantômes vont
petit à petit prendre un peu d'épaisseur pour moi. De se rendre compte de ce qu'on a fait subir à des enfants, ça peut peut-être nous permettre de réfléchir aujourd'hui à comment mieux traiter les enfants, même ceux qui ne prennent pas toujours le bon chemin dès le départ. Nous quittons le port et nous arrivons dans les Hauts de Saint-Denis. Il va nous falloir plusieurs heures de marche avant d'accéder à l'île Etakion. Nous voilà enfin arrivés à l'îlette. Rencontre avec l'équipe d'archéologues qui campent sur place. Là, vous êtes sur le plus bel endroit, à mon avis, du site. Bonjour. Notre rôle ici, il est triple sur site. Il faut qu'on fasse un relevé de toutes les élévations des ruines qui sont visibles ici, de façon à faire une image 3D et à observer les maçonneries pour voir comment elles sont construites, voir leur chronologie, quel bâtiment a été construit l'un avant l'autre, après l'autre, etc. Ça, c'est la première mission. La deuxième mission, c'est de faire une étude archéobotanique avec une de mes collègues, Fanny Lachery, qui est ici, qui va faire des grands transects à travers l'îlette pour voir l'évolution de la végétation. Voir s'il y a des traces de la première colonie agricole avant l'installation du pénitencier dans les années 60 et 70, qui eux ont pratiqué l'agriculture, café, tabac, quinine, etc. Et voir s'il y a une continuité, parce qu'apparemment il y a eu aussi une autre colonie agricole. La troisième mission, c'est de faire un plan le plus précis des vestiges. On a un plan qui date de 99 maintenant. Le troisième rôle, c'est de compléter le plan. Notre rôle ici est de voir les relations entre les différents murs. Et puis, ce qu'il faut aussi, c'est essayer de déterminer à quoi servent chacun des espaces qu'on a sous les yeux. Par exemple, là, sous nos yeux, on a au premier plan un bassin avec son exutoire, au-dessus une basse-cour, encore au-dessus une chaussée qui distribue les différentes terrasses, et encore au-dessus, en élévation, la plus haute élévation qu'on ait sur le site, c'est la première chapelle du site, qui est à l'extrémité d'un grand bâtiment qui devait être en élévation en bois. Et ici, ce sont les enfants qui étaient encadrés par les pères ou les frères spiritains. Et leur rôle ici était divisé en plusieurs tâches. Les principales étaient ce qu'on appelait la section des routes. Donc ils ont construit le chemin par lequel vous êtes arrivé depuis la fenêtre. Et aussi, ils avaient un rôle d'agriculteurs. Ils plantaient, ils entretenaient et ils récoltaient essentiellement du café. Il y avait 150 000 plants de café ici. Probablement sur les terrasses par lesquelles vous êtes arrivés, les terrasses qui descendent vers le bras Guillaume, il y avait de la vanille.
du tabac et de la quinine, essentiellement. Après, il y avait tout un tas de cultures maraîchères qui permettaient à la colonie, selon les chiffres, le dernier chiffre qui m'a été donné, c'est celui de Pascal Moignou, il y a pu y avoir jusqu'à 240 enfants en même temps ici. Donc ici, il y avait une culture maraîchère et du bétail. Il y avait même un pigeonnier, d'ailleurs. Alors, du coup, là, on se trouve sur une zone qui s'appelle le cimetière de l'Îlette à Guillaume. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Alors c'est difficile, on sait que c'est le cimetière. Son aspect actuel en terrasse comme ça, avec les 2 allées qui distribuent les différentes tombes, on ne sait pas s'il avait cet aspect-là au moment de la présence des spiritains, et donc des enfants. Parce que ce cimetière-là est entretenu très régulièrement par des randonneurs. Donc on ne connaît pas son aspect initial. Et on ne peut pas non plus lier ces tombes, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dessous, aux anecdotes, aux échanges de courriers qu'on a dans les archives qui racontent certains accidents qu'ont subis les enfants. L'un est décédé, par exemple, dans la ravine du Bras-Guillaume. D'autres sont tombés lors des travaux de la construction de la route, ils sont tombés dans le rempart. Mais on ne peut pas lier ces décès-là à la présence de ces tombes ici. On n'a pas de lien physique. Jamais dans les archives, l'histoire va jusqu'au moment de l'inhumation des enfants qui sont décédés sur place. Ouais, ça c'est une vue quand tu arrives sur l'Îlette avec le Bras-Guillaume qui part d'un côté et puis le Versailles de l'autre. D'accord. La fête au fond, faut l'imaginer. Les murailles qui sont en contrebas, elles sont assez intéressantes parce qu'elles sont vraiment particulièrement grandes, elles font bien 5 mètres de hauteur. Et en fait, les enfants apparemment ont construit d'abord ces terrassements pour faire un côté agricole. Et par-dessus, ils ont construit une case. Et ici, on voit bien une ligne de démarcation qui s'appelle une assise de réglage. Ici, il y a un angle. Après, apparemment, ils auraient reconstruit quelque chose à côté puisque les pierres ne sont pas maillées entre elles. Ah oui. Et ça, c'est que du mur en pierre sèche, aucun mortier. À part sur la partie du pignon qui a été préservée. Et sinon, le reste, c'est apparemment que pierre sèche. Donc, il y a dessiné aussi, c'est incroyable. Il y a des détails, puis il faut essayer de rester quand même dans une vérité historique aussi. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Bah, Il y a beaucoup à exploiter parce que entre les bâtiments agricoles, les bassins qu'ils ont construits, la route qu'ils ont construite, l'histoire des spiritains, les histoires politiques qui se mélangeaient à ça. Retour au lycée. Nous recevons Pascal Moignou, la romancière historienne qui a redécouvert toute l'histoire du bagne des enfants. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Bienvenue au lycée polyvalent Joreglo. Merci de m'accueillir. Moi, c'est Célia. Et moi, c'est tout moi. Et moi, c'est Pascal. Allons-y. J'aime m'attaquer à des histoires de l'océan Indien et plus particulièrement de la Réunion qui sont méconnues en les rendant accessibles au grand public. Comment avez-vous surtout découvert l'histoire de l'Îlette à Guillaume et pourquoi elle vous a tant passionné? C'est une histoire qui était totalement méconnue et absolument rien ne signalait aux randonneurs que des enfants avaient vécu là. Et y étaient morts après avoir assumé des travaux extrêmement difficiles. Donc j'ai trouvé que c'était une injustice profonde. Et je me suis dit qu'en faisant connaître cette histoire au grand public, peut-être y allait-il avoir plus de chances d'entraîner tout un mouvement de la population pour qu'on arrive enfin à préserver ce site et à le faire connaître. Que pensez-vous de l'avenir de l'Îlette à Guillaume? Et il y a un cimetière pour enfants où il n'y a même pas le nom des enfants qui sont enterrés. Et j'espère qu'il y aura un entretien régulier du site qui sera fait, qu'une mise en valeur des vestiges, qu'on indique aux gens qu'à tel endroit il y avait une chapelle, à tel endroit il y avait le logement des enfants, que là il y avait le cimetière, que les enfants sont morts dans ces conditions-là. Je suis sûre que du coup il y aura beaucoup plus de respect de la part des randonneurs qui iront sur le site et que chacun y fera très attention, ce qui n'est pas forcément le cas jusqu'à maintenant, tout simplement par ignorance. Donc en fait voilà, donc la radio Bagnères, je l'ai rééditée parce que c'est quand même impressionnant de voir qu'on a des photos qui datent de 1868, qui représentent les directeurs du pénitencier comme celle-ci, ou même des photos des enfants, mais des photos datant de 1868, c'est très rare, et même des photographies qui représentent l'intérieur des bâtiments du pénitencier. Justement, en parlant des ruines, nous on a eu l'occasion d'aller sur le site où il y a eu les fouilles archéologiques et on aimerait savoir si justement ces fouilles elles ont apporté un peu plus à votre travail. Certainement, d'autant plus que les archéologues ont fait un beau travail pendant un mois. Tout ça va nous éclairer beaucoup sur la façon dont vivait cette colonie pénitentiaire pour enfants. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut hériter de ça pour la société d'aujourd'hui?
Je pense qu'on peut en tirer des leçons, puisqu'on voit qu'actuellement, même, nous avons des députés et des sénateurs qui sont en train de réfléchir à une loi pour savoir comment on pourrait à nouveau rouvrir des établissements pour enfermer les mineurs. Je pense que si on se retourne un petit peu sur notre passé, eh ben, on pourra quand même avoir un raisonnement beaucoup plus creusé et se dire que l'encadrement carcéral et enfermer des enfants, des mineurs, ce n'est pas forcément la meilleure solution, que ce soit pour la société ou pour eux-mêmes. D'accord. Merci. La mission archéologique à l'île État-Guillaume a duré 1 mois. Désormais, le site, déjà inscrit au titre des monuments historiques, va être préservé et valorisé. Les randonneurs qui se rendront à l'îlette à Guillaume pourront enfin découvrir l'histoire de ce lieu unique de la mémoire réunionnaise.